Bonsoir, il est exactement 22 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. À la une de l'actualité, démarrage ce mardi de la campagne de vaccination anti-Covid-19. D'ailleurs, le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination officiellement installé ce lundi, composé d'une 30aine de membres chargés de veiller au respect des procédures. Les régions de Tambacounda, Fatick, Kaffrine, entre autres régions, ont déjà reçu leur première dose ce lundi. Au même moment, les messages et consignes continuent d'affluer pour l'adhésion de à la campagne de vaccination. Se faire vacciner, un acte de charité et de solidarité islamique, souligne la communauté chiite du Sénégal. Et puis, à Kédougou, ils sont à peu près 21 jeunes interpellés et déférés au parquet ce lundi après le meurtre vendredi d'un jeune apprenti taulier suite à une bagarre arrangée entre deux gangs de mineurs. Une affaire qui continue de défrayer la chronique dans cette localité. L'actualité nous amènera également aux États-Unis. Déjà un demi-million de décès liés au coronavirus recensé. En hommage aux victimes, le président Joe Biden va ordonner ce lundi la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux. Une mise en berne qui durera 5 jours, alors que l'Angleterre va se déconfiner progressivement à partir du 8 mars. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Papa Abdoulaye Dieye assure la mise en onde de ce journal que nous démarrons avec la campagne de vaccination qui démarre demain. Le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination contre cette pandémie. La pandémie a été officiellement installée aujourd'hui. Un comité qui se veut inclusif dans la gestion de la vaccination avec l'implication de plusieurs secteurs comme les médias, les Badianogor, les élus locaux, médecins, pharmaciens, entre autres. Le comité servira de cordon entre les opérations de terrain et celles opérées au niveau central. Les précisions du directeur de la prévention au ministère de la Santé, Dr Elhadj Mamadou Ndiaye, au micro de Marie-Rosa Ndiaye. C'est pour encore une fois faire une gestion participative de cette activité que constitue la vaccination, bien qu'il y avait déjà dans le cadre de cette lutte un comité national de gestion des épidémies, des comités régionaux et locaux au niveau des échelons, au niveau régional et sous-régional, mais également on a créé un comité, n'est-ce pas, qui se charge du suivi des opérations de vaccination pour impliquer tout le monde, pour permettre d'avoir le feedback ou bien la rétro-information de tout ce qui viendra du terrain. Pour encore une fois, on sait qu'une stratégie, c'est sur le terrain et il faudra donc y aller en rectifiant au fur et à mesure ou en modifiant par rapport à tout ce qui doit se faire. C'est pourquoi donc ce comité sera également un cordon ombilical entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui est au niveau central pour être l'écho de nos soucis de partout durant notre stratégie de vaccination. Ne pouvant pas recevoir tout le monde en même temps, il faudra serrer les cibles pour permettre à chacun d'y accéder conformément à ce qui est souhaité pour couvrir au moins cette cible prioritaire estimée à peu près à 20% de la population du Sénégal et qui globalement tourne autour de 3 500 000 personnes d'ici à la fin de l'année 2021. Et que ces personnes également, il faut qu'elles sachent que cette vaccination s'administre en 2 doses, c'est-à-dire qu'on reçoit une première dose actuellement et on reçoit une seconde dose selon le calendrier qui vous sera donné par le personnel de santé sur votre carte de vaccination, mais normalement pour ce vaccin spécifique, 3 semaines après. Un comité composé d'une 30aine de membres est chargé de veiller au respect des procédures mises en place dans le cadre de la stratégie nationale de vaccination, mais aussi de veiller au respect de la planification des activités de mise en œuvre, a précisé le ministre de la Santé et de l'Action sociale également. Conformément aux orientations du chef de l'État, les opérations seront menées dans la transparence et la célérité requise, a-t-il assuré. Créé par arrêté numéro 02549 du 19 février 2021, le comité a été installé en prélude au lancement des opérations de vaccination contre la Covid-19 ce mardi. Une campagne de vaccination qui démarre demain sur l'ensemble du territoire national. La région de Kaolack a réceptionné un premier quota de 6 951 doses de vaccins pour une cible de plus de 40 000 personnes composées d'agents de santé et de personnes âgées. Ce quota aura du mal à couvrir les besoins. À Ouattao.
La région de Kaolack a reçu son premier quota de vaccins contre la Covid-19. Les autorités administratives et sanitaires ont réceptionné ce lundi 6 956 doses à la région médicale. Ce quota est destiné en priorité au personnel de santé, mais aussi aux personnes âgées avec comorbidité, comme le souhaitent les plus hautes autorités. Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de Kaolack. La première cible, ce sont donc les agents de la santé qui sont presque en contact, pour ne pas dire nez à nez, avec les malades. Ces agents-là qui sont exposés sont en première ligne. Ici dans la région, ils seront au nombre de 3240. Le président de la République aussi n'a pas oublié les personnes âgées. Ces personnes âgées de plus de 60 ans, comme aussi ceux qui sont âgés de plus de 60 ans avec comorbidité, qui représentent 3% au total de la population, sont aussi concernés par cette première étape. Ils sont au nombre de 36 863 dans la région. Voilà donc comment ça va se passer. Ces personnes-là, qui sont des agents de santé, qui sont en contact permanent avec les malades, qui courent tous les risques, seront protégés dans un premier temps. D'ici demain, nous allons nous organiser pour mettre en place un comité régional de suivi de cette stratégie. Au niveau des départements aussi, il y aura des comités. Et à partir de ce moment, nous allons aussi élaborer une stratégie de communication. Parce qu'il nous faut de la communication. N'oublions pas que ces actions-là sont très louables. Ces actions-là, ce sont les seules qui pourront nous faire sortir de cette situation désastreuse. Malheureusement, malgré tous ces efforts-là, il y a des individus tapis dans l'ombre qui rament à contre-courant, qui distribuent donc de fausses informations par rapport à ces vaccins-là. Un comité sera mis sur pied pour faire un premier ciblage des bénéficiaires qui vont recevoir dans 2 semaines leur deuxième dose. Et pour cause, la région compte 3240 agents de santé et plus de 36 000 personnes âgées. Pour vous dire que le quota reçu aura du mal à couvrir les besoins. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Pendant ce temps, la région médicale de Tambacounda a réceptionné lundi 5118 doses de vaccins dans le cadre de la campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus. La région de Tambacounda est la 3e région la moins touchée par le coronavirus après Kaffrine et Sédhiou, d'après les données du ministère de la Santé et de l'Action sociale, tandis que la région médicale de Kaffrine a réceptionné lundi 4275 doses de vaccins. Le médecin-chef de district a indiqué que 20% de la population de Kaffrine sera concernée par cette première phase de la vaccination. La région de Kaffrine a enregistré plus d'une centaine de cas de Covid-19, dont 7 décès depuis le début de la deuxième vague liée au coronavirus. Au même moment, les messages et consignes continuent d'affluer de partout pour l'adhésion à la campagne de vaccination. La communauté chiite du Sénégal appelle toutes les personnes ou les populations à se faire vacciner contre la Covid-19 et souligne que se faire vacciner est un acte de charité et de solidarité islamique. Dans un communiqué de ce lundi, le Conseil invoque un verset du Coran qui dit « Ne jetez pas vos propres mains dans la perdition ». Le Conseil souligne que le non-respect du protocole sanitaire pourrait constituer un grave danger pour la survie de l'espèce humaine et rappelle que mieux vaut prévenir que guérir. Sud FM, l'info, c'est ici. Je vous le disais en titre, le meurtre vendredi du jeune apprenti taulier suite à une bagarre rangée entre 2 gangs de mineurs continue de défrayer la chronique à Kédougou. Les résultats de l'autopsie sont connus. 21 jeunes interpellés sont déférés ce lundi au parquet. Boubacar Tomba. On a vu plus clair dans la mort du jeune apprenti taulier poignardé le vendredi nuit. L'autopsie du médecin légiste a révélé une plaie thoracique gauche due à une atteinte cardio-pulmonaire sévère. 21 jeunes, tous des mineurs dont les âges varient entre 11 et 17 ans, sont déférés au parquet ce lundi dans le cadre de ce meurtre qui alimente toutes les conversations ici à Kédougou. Ils sont tous membres des 2 gangs rivaux des quartiers d'Inguessou et Gada d'Inguessou qui se bagarraient. Le directeur de la radio communautaire de Kédougou FM dira avoir vu venir Fama Kandembele. Tout à fait. Depuis 6 mois, nous avons constaté l'existence de ce phénomène dans la commune de Kédougou. Ce phénomène de gang de ce phénomène de gang, plus précisément dans les quartiers de Kongori, de Dinguessou, de Gomba et de Pasteur Butler. Ça, c'est des quartiers périphériques. Ça, ce sont des quartiers périphériques. Qui sont mal éclairés. Qui sont mal éclairés, où des enfants se constituent en gang. Des adolescents qui, avec des armes, s'attendent dans des coins de rue, dans l'obscurité, pour se battre avec ces armes blanches.
Donc lorsque nous l'avons constaté, nous avons dit qu'il faut dérouler les émissions par rapport à ça. Et nous l'avons commencé depuis 6 mois. Mais on n'est pas resté là aussi, comme nous avons aussi une émission qui concerne les adolescents, ici au niveau de la radio, Hervé des ados, nous avons aussi préparé ces adolescents. Nous avons demandé à ces adolescents également de dérouler les thématiques sur cela. Donc aujourd'hui, le phénomène, il est en train de grandir. Et je pense que nous, tout ce que nous sommes en train de faire au niveau de la radio, quelque part on se dit qu'on n'est pas écouté par les autorités. Ou bien même si nous sommes écoutés par les autorités, elles ne prennent pas en compte ce que nous sommes en train de développer au niveau de la radio. Alors que ce sont des choses qui existent. Aujourd'hui, le constat est là. L'arme du crime, soigneusement dissimulée quelque part par le présumé meurtrier et encore entachée de sang, a été retrouvée par les limiers. Boubacar Tambakedougou, Sud FM. Boubacar Tamba, pour pallier ce phénomène grandissant de jeunes gangs dans le périmètre communal, le maire soutiendra la mise en place de conseils de quartier qui auront entre autres missions celle de veiller sur les problèmes de sécurité dans les quartiers. Mamadou Cissé répond à Boubacar Tamba. Donc, je présente mes sincères condoléances à la famille et à toute la population de Kédougou. Et je tiens aussi à préciser, donc depuis un bon moment, nous avons constaté ce genre d'activités de délinquance juvénile dans les quartiers. Raison pour laquelle j'ai instruit mes services, si vous voyez, depuis presque une semaine, nous sommes en train de monter des conseils de quartier dans les quartiers. Donc pour nous permettre vraiment de gérer au mieux les quartiers, c'est-à-dire d'abord lutter contre la délinquance juvénile qui commence à avoir une progression inimaginable et gérer les problèmes quotidiens des quartiers et de travailler en étroite collaboration avec le commissaire central de Kédougou. Donc j'ai eu aussi à faire une réunion avec le commissaire et l'ensemble des délégués de quartier. Je tiens aussi à demander aux parents de nous faciliter la tâche et de s'impliquer dans la gestion de ces conseils de quartier. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, la faute des parents y est incriminée. Je pense qu'avec ce processus que nous avons démarré, nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Non seulement les problèmes de sécurité, mais des problèmes aussi santé, d'éducation. Et je pense que les délégués ont compris. Restons toujours dans la cause judiciaire que signifie infraction flagrante et procédure de flagrant délit. Y a-t-il un rapport entre l'infraction flagrante et la procédure de flagrance? Existe-t-il un lien de dépendance juridique entre les deux? Quels sont les différents modes de saisine d'un juge qui s'offre au procureur? Le prétexte découle la polémique née dans l'espace public, la définition de cette infraction, surtout dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Élément de réponse avec maître Elhadj Ahmad Thiam, consultant en droit, spécialiste du contentieux des affaires. Ces propos sont recueillis par Birama Ndiaye. L'infraction flagrante est définie par les dispositions du Code de procédure pénale à son article 45 qui dit qu'une infraction est flagrante, c'est l'infraction qui se commet actuellement ou une infraction qui vient de se commettre dans un temps voisin ou encore suivie par la clameur publique. Maintenant, il faut voir la nécessité. Est-ce qu'il y a une différence ou une connexité entre infraction flagrante et procédure de flagrant délit? Non, il n'y a aucun lien entre ces deux notions-là. Parce qu'une infraction peut être flagrante et ne pas être jugée en flagrant délit. Parce que il faut se dire qu'un crime peut être flagrant, tout comme un délit peut être flagrant, mais nous savons qu'il y a de ces crimes, nous savons que tous les crimes ne sont pas jugés en flagrant délit. Parce que les crimes exigent l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire une instruction. Et il peut déboucher par le renvoi devant les chambres criminelles. Bon, en ce qui concerne les délits, il y a des délits qui peuvent nécessiter une ouverture d'information judiciaire. Mais il y a aussi des délits qui nécessitent que le procureur n'a pas besoin de saisir une chambre d'instruction. Il peut saisir directement le tribunal. Voilà les raisons qui font la différence entre le délit flagrant et la procédure de flagrant délit. La procédure de flagrant délit concerne les infractions dont les éléments matériels de l'infraction sont réunis. Il n'y a pas besoin de faire des enquêtes supplémentaires. Dans ce cas de figure-là, le procureur peut saisir directement le tribunal pour que le mis en cause ou le prévenu puisse être jugé à l'audience la plus proche. Donc, il y a aussi des infractions auxquelles le parquet qui nécessite l'ouverture d'une information judiciaire. Ça peut être des délits auxquels
les personnes suspectées ou il y a des personnes qu'on doit rechercher ou les éléments matériels de l'infraction ne sont pas encore réunis. Dans ce cas-là, le procureur, s'il veut réunir tous ces éléments-là ou bien appréhender d'autres personnes, il peut saisir un cabinet d'instruction pour les besoins d'enquête. Tout comme le procureur aussi peut saisir un cabinet d'instruction pour des éléments d'une infraction portée à sa connaissance. Dans ce cas de figure, s'il n'a pas tous les éléments aussi réunis à sa disposition, il faut demander un réquisitoire d'introductif qui sera dirigé contre X. Dans ce cas de figure-là, comme le cas d'espèce de M. Sonko, c'est le juge d'instruction qui va chercher qui est X et qui ne l'est pas. D'ailleurs, dans l'affaire Ousmane Sonko, la commission ad hoc s'est réunie ce lundi et continue ses travaux malgré la démission de Cheikh Bamba Dièye et Moustapha Guirassy. Elle compte rédiger son rapport et la présenter en plénière, tandis que les députés de l'opposition maintiennent leur présence au sein de la dite commission. Ismaël Marcel Collier a assisté à la rencontre de ce matin. La commission ad hoc mise en place par l'Assemblée nationale dans le cadre de la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko s'est réunie ce lundi à Dakar. En l'absence de Ousmane Sonko, leader de PASTEF, la commission ad hoc a décidé de renvoyer l'affaire au niveau de la plénière, selon Cheikh Bara Dolly Mbacké, président du groupe parlementaire libéral. Nous étions dans la commission, nous sommes réunis également. Comme Ousmane Sonko n'est pas venu, ils ont dit qu'ils vont remettre à la plénière. Et nous leur avons fait savoir que ça ne doit pas se passer comme ça. Et nous ne sommes pas d'accord pour la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Notre combat, c'est de rester ici et de se battre pour Ousmane Sonko. Et nous ne serons jamais d'accord sur ce qu'ils veulent faire à Ousmane Sonko. Il ajoute qu'il n'est pas question pour lui de démissionner de cette commission ad hoc. Non, man démissionné wu ndax li tax démissionné wu ma mooy dama am ay kilifa. J'ai pas démissionné parce que je ne suis qu'un mandant. J'ai des supérieurs et quand j'ai discuté avec eux, comme maître Abdoulaye Wade, chacun d'entre nous sait qu'il a de l'expérience en politique. Vous connaissez bien Pape Diop. Il a été président de l'Assemblée nationale, il a de l'expérience. Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo, ils ont tous de l'expérience et ils ont fait l'Assemblée nationale. Alors, à l'unanimité, on a décidé de rester ici et de nous battre. Pour lui, ils vont poursuivre le combat pour montrer à la face du monde qu'ils n'ont jamais été d'accord d'une telle décision. Nous allons rester ici pour que demain, tout ce que nous dirons puisse figurer dans le rapport et que demain, les générations qui seront là puissent savoir que nous nous sommes battus. Pour rappel, la commission ad hoc devant statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, cité dans une affaire de viol et de menace de mort sur une masseuse du nom de Adji Sarr, employée de l'Institut Sweet Beauté, s'est bel et bien tenue ce lundi à Dakar. Une affaire qui continue de défrayer la chronique. Les associations Moïtou et Chemin de la Réussite s'insurgent contre les dérives suivant cette affaire. Face à la presse ce lundi, les dites associations ont appelé à la sérénité et au calme en laissant la justice faire son travail, non sans demander le respect du droit des deux parties. Écoutons à ce propos Seyna Boundour qui a porté leur parole au micro d'Abdoulaye Diop. Rappelons, nous, membres de la société civile, que nul n'a le droit de détruire des propriétés, de discriminer à cause du sexe, d'extorquer ou de faire du chantage, d'atteindre à l'intégrité morale, d'atteindre l'intégrité physique. Ainsi, nous, membres de la société civile, de par ma voix, l'association Moïtou, l'association Chemin de la Réussite et les autres sympathisants, appelons le peuple sénégalais, imbu de ses valeurs, de soutoureux, de ngor, de djom, à sauver notre image. Le linge sale se lave en famille. Ayant constaté, lors de l'éclatement de l'affaire Adji Sarr Sonko, des dérives qui ne sont pas à notre honneur, ayant relevé sur les réseaux sociaux et les médias d'information quotidiens des dénigrements pour des raisons que nul ne maîtrise, partant du principe que toute personne, même déviante, si des faits sont constatés et qualifiés par des droits comme délit ou crime, doit jouir de ses droits jusqu'à prononcer du verdict de son jugement. Appelons l'opinion publique à faire preuve de discernement pour éviter les amalgames et à respecter les droits de chacun des parties, de chacun des êtres humains dans cette affaire. Étant entendu que même un prisonnier a des droits en milieu, ainsi, demandons à toute la communauté sénégalaise de se conformer aux procédures légales en de telles circonstances et de laisser la justice faire son travail. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde.
Sud International. Aux États-Unis, le président américain Joe Biden va ordonner ce lundi la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux afin de commémorer le passage imminent du seuil des 500 000 décès dû au Covid-19 aux États-Unis, a annoncé la Maison-Blanche. La porte-parole de la présidence a déclaré devant la presse que cette mise en berne durerait 5 jours. Alors que l'Angleterre va se déconfiner progressivement à partir du 8 mars, le Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté ce lundi son plan pour sortir l'Angleterre du confinement. Les écoles seront les premières à bénéficier du relâchement des restrictions avec une réouverture prévue le 8 mars. À partir du 29 mars, la consigne de rester à la maison sera levée et les rassemblements en extérieur limités à 6 personnes ou 2 foyers différents seront autorisés. En Angleterre, un adulte sur 3 a déjà reçu une première dose, soit plus de 17,5 millions de personnes, et d'ici à mi-avril, les plus de 50 ans devraient tous avoir été partiellement vaccinés. Pays d'Europe le plus durement touché par le Covid-19 avec plus de 120 000 morts, le Royaume-Uni s'est confiné pour la 3e fois en début d'année face à une explosion de l'épidémie due à un variant plus contagieux apparu dans le sud de l'Angleterre qui a conduit les hôpitaux au bord de la submersion. Direction le Mali, le plan d'action contenu dans la feuille de route du gouvernement de transition présenté vendredi dernier est en débat au Conseil national de transition ce lundi. Parmi les priorités, la révision constitutionnelle, la relecture de l'accord d'Alger, la planification d'un chronogramme pour les élections et un référendum au menu des discussions. Il s'agit aussi de l'adoption prochaine d'un pacte de stabilité sociale. Dans le même contexte, le M5 RFP, à l'occasion d'un meeting tenu dimanche, demande la dissolution du CNT. La correspondance de Souri Ibrahim Maïga. C'est un plan d'action qui comporte 6 axes, déclinés en 23 objectifs, adossés à 275 actions à évaluer à travers 291 indicateurs. Au sujet de l'organisation des élections générales, il est prévu d'élaborer un chronogramme pour les futures échéances électorales, d'organiser des opérations référendaires et des élections générales. Aussi, on peut noter l'adoption future d'un pacte de stabilité sociale qui est défini ainsi. Le gouvernement envisage d'organiser une conférence sociale et engager le débat sur les questions de société comme le rôle des autorités coutumières et religieuses, la question de la pratique de l'esclavage ainsi que le statut de la femme. Des négociations et la relance du dialogue avec les groupes radicaux maliens entre les communautés et acteurs locaux en conflit sont prévues. Créer les conditions favorisant le retour des déplacés et refuser et accélérer le processus d'indemnisation des victimes depuis 1960. Prévoit le Premier ministre. Selon le Premier ministre toujours, les réformes politiques et institutionnelles sont aussi des priorités. Il s'agit de parachever le processus de réorganisation territoriale, réformer le système électoral en prenant en compte les Maliens établis à l'extérieur, élaborer et adopter une nouvelle constitution et la poursuite du sentier de la régionalisation. Sur le plan éducatif, il a été évoqué de négocier un moratoire avec les partenaires sociaux de l'éducation en mettant en place un cadre de concertation régulier. Au sujet du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce plan d'action du PM porte sur la relecture, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Accélération du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants dans le nord et le centre du pays. Procéder à la dissolution effective de toutes les milices d'autodéfense et redéployer les forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Ce sont entre autres priorités contenues dans la feuille de route du gouvernement qui est en débat aujourd'hui lundi devant les membres du Conseil national de la transition au Centre national de conférence de Bamako, CICB. Ces ambitions affichées par le Premier ministre Mokhtar Ouane. Au même moment, le M5 RFP a tenu un meeting ce dimanche à Bamako pour demander la rectification du processus de transition et la dissolution du Conseil national de transition. Souri Ibrahim Maïga depuis Bamako pour Sud FM. Souri Ibrahim Maïga, direction le Burkina. Les émirs du Sahel, région à fort défi sécuritaire, sont bien disposés à accompagner la réconciliation nationale souhaitée par le président du Burkina Faso et des acteurs de la scène politique. L'intention a été manifestée
aujourd'hui au ministre de l'État en charge de la réconciliation qui a reçu en audience une délégation de ses émirs. Au cours de cette audience, la délégation a présenté les spécificités du Sahel en matière de réconciliation et formulé des attentes relatives au retour de tous les Burkinabés en exil. La correspondance de Mathieu Somda depuis Ouagadougou. Les émirs du Sahel ne sont pas contre la réconciliation nationale souhaitée par le président du Faso. Mais comment opérationnaliser ce processus? C'est toute la préoccupation des Sahéliens. L'émir du Liptako, Ousmane Diko, plaide pour une réconciliation inclusive au Burkina. Personne ne va refuser la réconciliation. Maintenant, c'est comment se réconcilier. C'est surtout ça qui nous préoccupe. Monsieur le ministre d'État a parlé du triptyque, c'est-à-dire vérité, justice et réconciliation. Parlant de justice, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait juste une justice de vainqueur. Je plaide pour le retour de tous nos concitoyens burkinabés. On s'attend, c'est que de manière inclusive, tout le monde se préoccupe de l'employabilité des Sahéliens, de l'éducation. Parce que je pense qu'une fois qu'on règle ça, je pense qu'on a réglé une bonne partie des maux qui minent le Sahel. Au département en charge de la réconciliation, les concertations se poursuivent pour mieux cerner tous les paramètres de la réconciliation. Le bilan d'étape est dressé par le ministre Zéphirin Diabré. Nous sommes au stade de ce nombre de rencontres préliminaires avec le souci de bien recenser les questions, ce qu'il y a comme problème. Il y a des populations aujourd'hui qui sont en divorce avec la nation, surtout dans une zone comme le Sahel où vraiment on a le concentré de ces problèmes communautaires-là et de ces problèmes liés au terrorisme. Nos frères, parce qu'il faut les appeler comme ça, qui ont pris les armes contre la patrie, qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien à un moment donné qu'on trouve un moyen de se remettre ensemble. Ce sont des Burkinabés. Il y a une volonté d'apaiser les cœurs. Parce que si on n'a pas de solution communautaire pour résoudre les problèmes communautaires là, de réconciliation qui se posent là, on ne pourra pas avancer. Et dans tout ce que nous serons amenés à faire là, l'impunité ne sera pas acceptée. Réconcilier les Burkinabés, la tâche est difficile, mais pas impossible selon les émirs du Sahel. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Catastrophe sanitaire et couvre-feu prolongé à Dakar et à Thiès. Quelle efficacité dans la lutte contre la pandémie? Lecture croisée d'un médecin spécialiste en santé publique et d'un docteur en sociologie. Les restrictions peuvent être un signal pour rappeler la gravité de la situation, explique docteur Mohamed Li, spécialiste en santé publique qui répond à Isegnan. Docteur Mohamed Li, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en santé publique. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de prolonger le couvre-feu à Dakar et Thiès. Pourquoi prolonger une telle mesure alors que cela n'a pas prouvé son efficacité? Bon, c'est pas évident la mesure, même si on n'a pas pu l'évaluer, qu'elle n'ait pas tout de même un impact positif sur l'évolution de la pandémie, parce qu'il ne faut pas s'arrêter simplement aux chiffres. Qui, encore une fois, sont toujours un pâle reflet de la réalité. Mais il faut se dire, si on n'avait pas le couvre-feu, est-ce que la situation ne serait pas pire? Donc, en l'absence vraiment de méthodes d'évaluation probantes et scientifiques, moi je me dis que le couvre-feu, au moins, sert de signal pour montrer à nos concitoyens que la maladie est là, bien là, et qu'elle est grave. Et ça leur permet aussi de les sensibiliser et ils prennent un peu plus de précautions. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que c'était bon de prolonger et peut-être même qu'on va enchaîner avec le Ramadan et ça aidera à, en tout cas, favoriser la diminution des contacts entre les personnes et donc la propagation du virus. Docteur Mohamed Li, on voit que les autres restrictions, il s'agit notamment donc de la surcharge dans les transports en commun, les rassemblements au niveau des marchés. Il y a peu de respect concernant les gestes barrières. Est-ce que l'État, les autorités sanitaires ne devraient pas insister sur ces aspects? On a l'impression que l'État est essoufflé, donc les gens sont un peu laissés à eux-mêmes. Je pense que l'engagement communautaire dont on a toujours parlé, mobiliser les communautés, impliquer les collectivités locales, les communautés de base, les agents de santé communautaire, les relais communautaires, les Badjanougor. Je pense que c'est cela qu'il faut relancer pour que les populations elles-mêmes s'approprient de la lutte, parce que l'État lui seul
est complètement dépassé par la situation, hein, parce qu'il y a aussi des problèmes économiques, sans compter l'actualité politique qui est assez fournie ces temps-ci. Donc tout ça fait que c'est les populations elles-mêmes qui doivent se prendre en charge, appuyer sur les leviers de mobilisation communautaire pour que nous tous, partout où nous sommes, nous prenions nos précautions. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on essaie de nous divertir avec des perspectives d'une vaccination qui n'est pas près d'être terminée, hein, qui n'a même pas encore véritablement commencé. Justement, concernant la campagne de vaccination qui doit être lancée, quelle appréciation? Voilà. Bon, il faut d'abord dire que, tout en se félicitant vraiment du fait qu'on a pu déjà avoir un peu de vaccin, dire que la qualité est complètement ridicule. Encore une fois, c'est plus des effets d'annonce et de propagande officielle que d'efficacité réelle sur la pandémie. Et maintenant, on va suivre quand même pour voir quand est-ce que les autres 6 millions de doses produits seront là. Mais les vaccins à eux seuls aussi ne peuvent pas régler la pandémie. La vaccination n'est qu'un instrument parmi d'autres pour arrêter la pandémie qui est là. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des pays qui ont commencé la vaccination, mais où les taux de mortalité est toujours élevé, où les gens se contaminent toujours. Donc c'est un processus qui va prendre des mois et des mois. Donc il faut que simultanément on vaccine les gens et qu'on continue à respecter les gestes barrières et à faire tout ce qu'il faut pour quand même ne pas par le virus. D'autant que certains vaccins n'agissent même pas sur la transmission, mais agissent plutôt sur la gravité de la maladie. Docteur Mohamed Ly, je vous remercie. Merci. Docteur Souleymane Lo, sociologue, relève une mesure inefficace qui entraîne la lassitude dans la lutte. Notre second invité est interrogé par Issenia. Docteur Souleymane Lo, bonjour. Bonjour Issenia. Vous êtes sociologue. Aujourd'hui, les autorités ont décidé de prolonger le couvre-feu à Dakar et à Thiès pour lutter contre la propagation du virus. Est-ce qu'on prolonge sans avoir prouvé l'efficacité d'une mesure? Est-ce que cela va avoir un quelconque impact? Évidemment, cette prolongation n'a créé que, à la limite, ça fait moquer les gens par rapport à cette mesure. C'est-à-dire, tout le monde se moque de l'État tout en disant que c'est inutile. L'État même sait que cette mesure n'a pas servi, en tout cas par rapport aux attentes. Tout le monde sait que depuis lors, en tout cas, la Covid n'a cessé donc d'augmenter. Chaque jour que Dieu fait, il y a donc des morts, etc., etc. Et vouloir lutter contre cette maladie et prendre une mesure aussi impopulaire que celle-là ne permettrait pas véritablement donc de lutter contre la Covid. Mais non, arriver à prolonger parce que l'État n'a plus donc de solution. L'État ne peut pas rebrousser ce chemin, il se maintient donc dans le ridicule, tout simplement. Et les gens en rient au nez, malheureusement. Docteur, on voit que pour les autres restrictions, le respect des gestes barrières n'est pas suivi. On parle notamment des rassemblements, surcharge au niveau des transports. Est-ce que ces mesures qui sont maintenues dans la durée ne risquent pas d'entraîner une lassitude? Évidemment, parce que d'abord, il faut se convaincre d'une chose. Il y a le discours donc sur le respect donc des mesures barrières. Il y a le comportement. Alors, ceux qui sont censés être les premiers à faire montre d'un comportement respectueux vis-à-vis donc de ces barrières, de ces mesures, sont les premiers donc à les transgresser. Et à chaque fois que de besoin, il y a un exemple, un contre-exemple qui est là et qui peut être toujours pointé donc du doigt pour justifier le comportement donc des autres. Et en général, c'est les autorités gouvernementales. Quand il y a un décès, c'est elles-mêmes qui se rassemblent. Vous voyez, quand il y a un événement anodin même, on l'a vu récemment avec le président de la République lors donc de la réception des vaccins, il y a un rassemblement fou. Donc tout ceci prouve que ceux-là qui sont en tout cas les premiers donc à vouloir que le peuple observe donc ces mesures barrières sont ceux qui en tout cas transgressent donc les lois, les normes et ces mesures barrières. Alors donc voilà une manière pour montrer que il sera très difficile au peuple de vouloir respecter donc ces mesures. Et d'autant plus que d'ailleurs le premier appel qui a été fait, qui retentit jusqu'à présent donc dans la tête des uns et des autres, lorsque le président donc a demandé à ce qu'on puisse vivre avec le virus, les gens sont convaincus que oui, mesures barrières, mais que ça ne nous empêche pas donc de vaquer à nos préoccupations.
Et que, par conséquent, en regardant ce qui se passe auprès d'eux, on se rend compte que, évidemment, il n'y a rien qui puisse valoir la peine de lutter contre la Covid. Chacun y va donc avec son entendement. Donc, c'est pourquoi, quelle que soit cette prolongation, quel que soit donc le discours, tant que le comportement ne suit pas, et ces mesures ne seront jamais respectées comme attendu. On procède au lancement de la campagne vaccinale contre le Covid malgré une hésitation vaccinale notée un peu partout. Est-ce que cela va avoir un quelconque impact sur les efforts de lutte contre la pandémie? Évidemment, c'est-à-dire que quand on fait, parce que d'ailleurs donc c'est la seule solution sur laquelle aujourd'hui l'État du Sénégal opte, c'est que c'est évidemment laisser peut-être donc les choses, on ne peut plus avoir donc des restrictions efficaces. Alors, ce qu'il y a pour sauver, c'est les vaccins. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, évidemment, c'est une course contre la montre. Il faut évidemment essayer de vacciner au maximum possible, particulièrement le troisième âge le plus exposé donc à des risques donc, de mortalité, pour essayer donc de ralentir la progression donc, de la maladie. Mais non, les gens vont continuer, bien entendu, à se comporter comme ils se sont toujours comportés dans le quotidien, et même les forces donc de l'ordre, à un moment donné, ne peuvent plus donc suivre en tout cas les rythmes, tellement que c'est un tohu-bohu partout. On remarque ça et là le même comportement. Les gens, on ne peut pas réguler une société de la sorte. Évidemment, il y aura un impact parce que aussi bien qu'on procède aux vaccinations et que donc les cas augmentent et que nous n'avons pas suffisamment les moyens en termes donc de fonds pour pouvoir nous acheter donc les vaccins qui coûtent excessivement cher. Évidemment, donc le Sénégal va aller donc à bout de souffle d'un moment à l'autre par rapport donc à la lutte contre cette Covid-19. Docteur Souleymane Lo, je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous, Issenio. 22h36 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio et nous accueillons votre rubrique Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Les doses de vaccins anti-Covid-19 destinées aux régions de l'intérieur du pays ont été expédiées samedi. Selon l'agence de presse sénégalaise, le coup d'envoi de cette opération a été donné lors d'une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. Et dès mardi, ils seront disponibles partout dans le pays pour prendre en charge de manière plus efficace le plan d'opérationnalisation de la vaccination anti-Covid-19 au Sénégal. Abdoulaye Diouf Sarr précise toujours selon l'agence de presse sénégalaise que la distribution de ces vaccins anti-Covid-19 va démarrer par la région de Thiès. Elle sera ensuite menée dans les régions du nord du pays avant de toucher l'ensemble du territoire au terme des 4 jours impartis pour l'opération. Le président du comité régional de gestion des épidémies de Thiès, le gouverneur Mamadou Moustapha Ndaw, revient sur les dispositions pour la réussite de la campagne de vaccination. On l'écoute au micro de Babacar Ndaw. On va arriver à la phase de vaccination et il faudrait qu'à ce moment-là également qu'on cherche que même si on a d'abord se faire vacciner, arrêter peut-être ces théories complotistes qui se développent, hein. Je pense qu'il faut peut-être les arrêter. Je pense que c'est le vaccin qui nous a permis de régler l'essentiel des maladies dans ce pays. Moi j'appartiens à une génération où il était difficile de trouver 2 équipes de football, j'aimais bien jouer au football, de trouver 2 équipes de football de garçons, il n'y en avait pas au moins un qui boitait. Pourquoi? Parce qu'il avait la polio. Vous voyez 20 enfants, 30 enfants, c'est sûr que vous trouverez un enfant au moins qui boite parce qu'il a la polio. Maintenant vous ne voyez plus la polio venir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la vaccination. Autrefois quand on revenait de vacances, l'année scolaire, il y avait toujours 1 ou 2 camarades qui manquaient. Pourquoi? Parce que la variole ou d'autres maladies les avaient emportés. Maintenant, vous ne voyez plus ces maladies-là. Moi, je pense que ceux qui sont un peu plus âgés connaissent, on ne voit plus ces maladies-là. Donc, il faudrait qu'on puisse savoir que c'est la vaccination qui a permis de les éliminer. Et ce vaccin qui arrive aujourd'hui, peut-être très vite diront certains, la technologie aussi avance très vite. Aujourd'hui, on a l'autoroute entre Dakar et Thiès et qui nous permet d'aller très vite. On a le numérique, donc tout ce qui se fait maintenant se fait très vite. C'est une société qui est arrivée comme ça, que tout se propage très rapidement, mais également les moyens technologiques sont tels que les réponses sont rapides. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueye Ba.
Démarrage ce mardi de la campagne de vaccination anti-Covid-19. D'ailleurs, le comité de suivi et de contrôle des opérations de vaccination officiellement installé ce lundi, composé d'une 30aine de membres chargés de veiller au respect des procédures. Les régions de Tambacounda, Fatick, Kaffrine, entre autres régions, ont déjà reçu leur première dose ce lundi. Au même moment, les messages et consignes continuent d'affluer de partout pour l'adhésion de la campagne de vaccination. Se faire vacciner, un acte de charité et de solidarité islamique, souligne la communauté chiite du Sénégal. Et puis, à Kédougou, ils sont à peu près 21 jeunes interpellés et déférés au parquet ce lundi, après le meurtre vendredi d'un jeune apprenti taulier, suite à une bagarre arrangée entre deux gangs de mineurs, une affaire qui continue de défrayer la chronique dans cette localité. L'actualité nous a également amené aux États-Unis, déjà un demi-million de décès liés au coronavirus recensés. En hommage aux victimes, le président Joe Biden va ordonner ce lundi la mise en berne des drapeaux sur l'ensemble des bâtiments fédéraux, une mise en berne qui durera 5 jours, alors que l'Angleterre va se déconfiner progressivement à partir du 8 mars. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Pape Abdoulaye Dieye qui en a assuré la mise en onde. Je vous retrouve à 0h pour le prochain bulletin d'information en français et en wolof, bien entendu.